Je m'appelle Pierre Moreau, j'ai 79 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire la plus choquante et la plus révélatrice de ma longue existence. Une histoire qui a commencé par les mots les plus cruels qu'un père puisse entendre de la bouche de sa propre fille dans un couloir d'hôpital de Lyon alors que je luttais contre la mort. Tout a basculé ce matin de mars 2023 à l'hôpital Édouard Herriot, dans le service de cardiologie. J'étais alité depuis 3 jours après un infarctus qui avait bien failli m'emporter. Les médecins m'avaient sauvé de justesse, mais mon état restait fragile. Mon cœur, usé par 79 années de vie, de travail, d'émotion, protestait encore. Ma fille Valérie, 52 ans, cadre dans une grande entreprise de cosmétiques parisienne, était venue de Paris dès qu'elle avait appris la nouvelle. Du moins, c'est ce que je croyais. En réalité, comme je l'ai découvert plus tard, elle était venue pour faire le point sur la situation. Comme elle disait, ce matin-là, j'étais dans un demi-sommeil, sous l'effet des calmants, quand j'ai entendu des voix dans le couloir. La voix de Valérie et celle du docteur Beaumont, mon cardiologue. Il parlait de moi, croyant que je dormais profondément. « Docteur », avait dit Valérie d'une voix que je ne lui connaissais pas, froide et calculatrice. Soyons francs. À son âge, avec son état cardiaque, quelles sont réellement ses chances? Madame Moreau, avait répondu le docteur Beaumont. Votre père a traversé le plus dur. Avec du repos, un traitement adapté et un bon suivi, il peut encore vivre plusieurs années. Plusieurs années, avait répété Valérie, et j'avais perçu dans sa voix quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. De la contrariété. Docteur, combien de temps encore cela va-t-il coûter de le maintenir en vie? Ces mots, combien de temps encore cela va-t-il coûter de le maintenir en vie? Ils m'ont frappé comme un coup de massue. Ma propre fille, celle que j'avais élevée seule après la mort de sa mère, celle pour qui j'avais sacrifié ma retraite pour payer ses études de commerce, parlait de moi comme d'un fardeau financier. Le docteur Beaumont avait marqué un temps d'arrêt, visiblement choqué par la question. « Madame, je ne pense pas que... »« Docteur, soyez réaliste, » l'avait coupé Valérie. « Mon père a 79 ans. Sa maison de Villeurbanne va devoir être vendue pour payer l'EHPAD. Ses économies fondent avec les frais médicaux et franchement, à quoi bon prolonger tout ça? Il n'a plus vraiment de qualité de vie depuis la mort de ma mère. Ma Marie-Claire était partie il y a 2 ans, emportée par un cancer fulgurant. Depuis, c'est vrai, je vivais seul dans notre pavillon de Villeurbanne, avec pour seule compagnie nos souvenirs et les visites espacées de Valérie, 1 fois par mois si j'avais de la chance. Madame Moreau avait repris le docteur d'un ton plus ferme. Je comprends que la situation soit difficile, mais votre père est conscient, lucide, et il a encore envie de vivre. Ce n'est pas à nous de décider si sa vie vaut la peine d'être vécue. Envie de vivre, avait ricané Valérie. Docteur, vous l'avez vu, il passe ses journées devant la télé, il ne sort plus, il ne voit personne. C'est ça, vivre. J'avais fermé les yeux plus fort, faisant semblant de dormir, mais chaque mot de ma fille me transperçait le cœur plus sûrement que l'infarctus. Comment pouvait-elle dire de telles choses? Comment la petite fille qui grimpait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires était-elle devenue cette femme sans cœur qui parlait de moi comme d'un poids mort? Écoutez, docteur, avait continué Valérie. Entre nous, est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer les choses? Je ne dis pas l'euthanasie, mais peut-être ne pas tout faire pour le maintenir, laisser faire la nature. Le silence qui avait suivi était terrifiant. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles, irrégulièrement, douloureusement. Madame Moreau, avait fini par dire le docteur Beaumont d'une voix glaciale. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ce que vous venez de dire. Mon rôle est de soigner, pas de décider qui mérite de vivre ou de mourir. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes méthodes, vous êtes libre de chercher un autre médecin pour votre père. Non, non, docteur, vous m'avez mal comprise, s'était empressé de dire Valérie. Bien sûr qu'il faut le soigner. Je disais juste que... Enfin, vous comprenez. Les familles se posent des questions, c'est normal. Le docteur était reparti sans un mot de plus.
Valérie était restée quelques minutes dans le couloir, au téléphone cette fois. « Oui, Marc, c'est moi. »« Non, il va s'en sortir malheureusement. »« Comment ça, malheureusement ?»« Écoute, on a le projet de la maison en Normandie, les enfants qui vont coûter cher avec leurs études supérieures. Oui, je sais qu'on peut pas le dire comme ça, mais bon, il faut qu'on trouve une solution pour papa. On peut pas continuer à casquer indéfiniment. » Marc, c'était son mari, un avocat parisien que je n'avais jamais beaucoup apprécié. Trop sûr de lui, trop méprisant avec les gens simples comme moi. Maintenant, je comprenais qu'il formait une belle paire. Valérie avait raccroché et était revenue dans ma chambre. Elle s'était assise sur la chaise à côté de mon lit, avait pris ma main dans la sienne, cette main qui venait de gesticuler en parlant d'argent, et avait dit d'une voix douce « Papa, tu dors? C'est Valérie. Je suis là, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. » J'avais ouvert les yeux, faisant semblant de me réveiller. En voyant son visage souriant, bienveillant, j'avais eu envie de vomir. Comment pouvait-elle jouer la comédie avec tant de facilité? « Ma chérie, » avais-je murmuré d'une voix faible, « tu es venu? »« Bien sûr que je suis venu, papa. Tu ne vas quand même pas croire que je t'abandonnerai dans un moment pareil. » Le cynisme de ces mots, après ce que je venais d'entendre, me donnait la nausée. Mais j'ai joué le jeu. J'ai souri, j'ai serré sa main, j'ai dit que j'étais content qu'elle soit là. « Papa, il faut qu'on parle de certaines choses. » avait-elle commencé avec cette voix douceâtre qu'elle prenait quand elle voulait obtenir quelque chose. « Le docteur dit que tu vas devoir changer de mode de vie. Plus de stress, plus d'efforts physiques, un suivi médical constant. » « Oui, ma chérie, je sais. »« Papa, la maison de Villeurbanne, c'est trop grand pour toi maintenant. Et puis, tu es seul. Si tu as un malaise, personne ne peut t'aider. » J'ai vu où elle voulait en venir. « Tu penses que je devrais aller en maison de retraite? Papa, il faut appeler les choses par leur nom. Un EHPAD. Pas une maison de retraite, c'est péjoratif. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il y en a de très bien maintenant, très modernes. Et la maison? Eh bien, il faudra la vendre, forcément. Mais ça tombera bien. Le marché immobilier dans le secteur est assez porteur en ce moment. Porteur pour qui? Avais-je pensé. Pour moi qui allais perdre le foyer où j'avais vécu 43 ans avec Marie-Claire, ou pour Valérie qui récupérerait sa part d'héritage plus tôt que prévu? Valérie, cette maison, c'est ma vie. Tous mes souvenirs avec ta mère. Papa, tu ne peux pas vivre dans le passé éternellement. Maman est morte, il faut que tu l'acceptes et que tu regardes vers l'avenir. L'avenir? Quel avenir? Finir mes jours dans un EHPAD en attendant que la facture ne soit plus trop lourde pour ma fille. Ce jour-là, Valérie est restée 2 heures avec moi. 2 heures à jouer la fille attentionnée, à me parler de ses enfants, mes petits-enfants que je voyais 3 fois par an, de son travail, de ses projets de vacances. 2 heures de mensonges et de comédie. En partant, elle m'a embrassé sur le front. « Papa, repose-toi bien. Je reviendrai demain avant de repartir sur Paris. »« Tu repars déjà ?»« Eh bien oui, papa, j'ai du travail. Je ne peux pas rester indéfiniment à Lyon. Mais ne t'inquiète pas, l'hôpital va bien s'occuper de toi. » Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, avec pour seul bruit le bip régulier du moniteur cardiaque, j'ai pleuré. Pas de douleur physique. Les médicaments s'occupèrent de ça, mais de douleur morale. Une douleur plus profonde que l'infarctus. Comment en étais-je arrivé là? Comment la petite Valérie qui me faisait des dessins pour la fête des pères, qui pleurait quand je partais en voyage d'affaires, qui me disait qu'elle m'aimait plus que tout au monde, était-elle devenue cette femme qui négociait ma mort avec un médecin? J'ai repensé à toute ma vie. 45 ans comme contremaître dans une usine de métallurgie de la banlieue lyonnaise. Un travail dur, des horaires difficiles, mais qui m'avait permis d'acheter cette maison de Villeurbanne, d'élever Valérie, de lui payer des études que moi je n'avais jamais pu faire. Quand sa mère était tombée malade, j'avais pris une pré-retraite pour m'occuper d'elle. 2 ans à la voir dépérir, 2 ans à lui tenir la main, à l'accompagner dans sa maladie. Valérie venait la voir de temps en temps, mais elle avait sa carrière, ses responsabilités. Après la mort de Marie-Claire, j'étais devenu transparent pour ma fille. Un coup de téléphone par semaine, « Tu vas bien, papa ?» Et c'était tout. Pas d'invitation pour Noël.
On va chez les beaux-parents cette année, papa, tu comprends? Pas de week-end ensemble, pas de vraie attention. Et maintenant, elle négociait ma mort avec un médecin. Mais cette nuit-là, dans cette chambre d'hôpital, quelque chose a changé en moi. Une colère sourde, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Si ma fille pensait que j'étais fini, si elle croyait que j'allais gentiment accepter d'aller mourir dans un EHPAD pour lui faciliter la vie, elle se trompait lourdement. À 79 ans, après un infarctus, je venais de prendre la décision la plus importante de ma vie. Une décision qui allait non seulement la surprendre, mais lui prouver qu'on ne se débarrasse pas si facilement d'un vieux père coriace. Au petit matin, quand l'infirmière est venue prendre ma tension, elle m'a trouvé réveillé, assis dans mon lit, les yeux clairs et déterminés. « Vous avez bien dormi, monsieur Moreau ?»« Excellemment », avais-je répondu avec un sourire qu'elle ne m'avait jamais vu. Et j'ai pris une décision importante. Cette décision allait changer ma vie, et celle de Valérie aussi, qu'elle le veuille ou non. Le lendemain matin, quand le docteur Beaumont est venu faire sa visite, j'étais un homme différent. Les mots de Valérie avaient agi sur moi comme un électrochoc plus puissant que les défibrillateurs de l'hôpital. « Monsieur Moreau, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» avait-il demandé en consultant mon dossier. « Docteur, j'ai une question très importante à vous poser, et j'aimerais une réponse franche. » Il avait levé les yeux, surpris par le ton ferme de ma voix. « Je vous écoute. » « Hier, j'ai entendu la conversation que vous avez eue avec ma fille dans le couloir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Au contraire, vous m'avez ouvert les yeux. » Le docteur Beaumont avait rougi, gêné. « Monsieur Moreau, je suis désolé que vous ayez entendu. Votre fille était sans doute sous le choc. Elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. »« Docteur, j'ai 79 ans, pas 9 ans. Je sais parfaitement ce qu'elle pensait, mais ce n'est pas le problème. Ma question est simple. Si je respecte scrupuleusement vos prescriptions, si je fais attention à mon alimentation, si je reprends une activité physique adaptée, combien de temps je peux encore vivre? Et vivre bien, je précise. » Le médecin m'avait regardé attentivement, comme s'il me découvrait. « Eh bien, avec un mode de vie adapté, un traitement correct, et votre tempérament que je commence à découvrir, vous pourriez facilement vivre encore 10 ans, peut-être 15. Votre cœur a été endommagé, mais il reste fonctionnel. » Parfait. Et niveau autonomie? Total, si vous évitez les efforts trop intenses, vous pouvez vivre chez vous, conduire, voyager même, avec quelques précautions. J'avais souri. Un vrai sourire, le premier depuis des mois. Docteur, dans ce cas, je vais vous demander un service. Quand ma fille viendra tout à l'heure, ne lui parlez pas de cet entretien. Laissez-la croire que mon état est préoccupant. Monsieur Moreau, je ne peux pas mentir à votre famille sur votre état de santé. Je ne vous demande pas de mentir, juste de ne pas la rassurer complètement. Dites-lui que l'évolution sera lente, qu'il faut voir, que rien n'est garanti. Techniquement, c'est vrai, non? Le docteur avait hésité, puis avait hoché la tête. Techniquement, oui, mais puis-je vous demander pourquoi? Parce que j'ai un plan, docteur. Un plan pour prouver à ma chère fille que son vieux père n'est pas encore bon pour la casse. Quand Valérie est arrivée vers 11 heures, elle avait cette expression faussement inquiète que je lui connaissais bien maintenant. Elle a embrassé le docteur Beaumont au passage et s'est installée à côté de mon lit. « Papa, comment tu te sens ce matin ?»« Ça va, ma chérie. Un peu fatigué encore. J'ai parlé avec le docteur dans le couloir. Il dit que ton état est stable, mais qu'il faut être prudent. » Exactement ce que je lui avais demandé de dire. Qu'est-ce que ça veut dire, prudent? Valérie avait échangé un regard avec le médecin. « Eh bien, papa, il va falloir que tu changes complètement de mode de vie. Plus d'efforts, un régime strict, des médicaments. Et surtout, plus question de rester seul. Tu penses toujours que je devrais aller en EHPAD? Papa, disons les choses clairement, tu ne peux plus vivre seul. C'est trop dangereux. Et la maison de Villeurbanne, c'est beaucoup trop grand maintenant. » J'avais fait semblant de réfléchir. « Tu as peut-être raison, ma chérie, mais laisse-moi encore quelques jours pour y réfléchir. C'est une grande décision. »« Bien sûr, papa. Prends ton temps. Enfin, pas trop non plus, hein ?» avait-elle ajouté avec un petit rire nerveux. Après son départ,
Elle était vraiment désolée, mais elle avait un train à prendre pour Paris. J'ai mis mon plan en action. Un plan que j'avais mûri toute la nuit et qui allait faire de mes dernières années les plus belles de ma vie. Première étape, j'ai appelé Maître Durand, mon notaire depuis 30 ans. « Pierre, comment allez-vous? J'ai appris pour votre hospitalisation. »« Jean-Claude, ça va mieux, mais j'ai besoin de vous voir urgentement. Pouvez-vous passer à l'hôpital? »« Bien sûr. Cet après-midi, ça vous va ?» Maître Durand est arrivé vers 15 heures, sa serviette de cuir sous le bras. C'était un homme de mon âge, un ami plus qu'un simple notaire. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une mine déterminée. »« Jean-Claude, je veux modifier mon testament. Complètement. » Il avait sorti ses lunettes, surpris. « Pierre, vous êtes sûr? Ce n'est peut-être pas le bon moment pour prendre ce genre de décision. Au contraire, c'est exactement le bon moment. Jean-Claude, ma fille veut que je vende ma maison pour aller en EHPAD. Elle pense que je suis fini, qu'il faut accélérer les choses pour qu'elle hérite plus vite. » Je lui ai raconté la conversation entendue dans le couloir. Jean-Claude était de plus en plus indigné. « Pierre, c'est révoltant. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Voici mon plan. Je veux créer une fondation. La fondation Marie-Claire Moreau, du nom de ma femme. Cette fondation aura pour objet d'aider les personnes âgées isolées à vivre dignement chez elles le plus longtemps possible. C'est une excellente idée, mais... Attendez, je n'ai pas fini. Je veux donner ma maison à cette fondation. Elle sera transformée en centre d'accueil de jour pour personnes âgées avec un petit logement pour moi au dernier étage. Comme ça, je reste chez moi, mais je ne suis plus seul. » Maître Durand notait furieusement. « Et vos économies? La moitié pour la fondation, pour qu'elle puisse fonctionner. Le quart pour mes petits-enfants, bloqués jusqu'à leurs 25 ans. Et le dernier quart... » J'avais marqué une pause dramatique. Le dernier quart pour Valérie, mais à une condition. Qu'elle vienne me voir au minimum une fois par mois pendant les 10 prochaines années. Si elle rate un mois, elle perd tout. Jean-Claude m'avait regardé avec admiration. « Pierre, vous êtes diabolique, mais c'est légal, parfaitement légal. Et j'ai une autre idée. Je veux que vous contactiez l'association Petits Frères des Pauvres de Lyon. Ils cherchent toujours des bénévoles pour s'occuper des personnes âgées isolées. Je veux devenir bénévole. Vous? Mais Pierre, vous avez 79 ans, vous sortez d'un infarctus. Justement, qui mieux qu'un vieux de 79 ans peut comprendre les problèmes des autres vieux? Et puis, ça me fera de l'exercice, de la compagnie, un but dans la vie. » Nous avons passé 2 heures à peaufiner le projet. Maître Durand était de plus en plus enthousiaste. « Pierre, votre idée de fondation est géniale. Avec le vieillissement de la population, les pouvoirs publics cherchent justement des solutions alternatives aux EHPAD. Vous pourriez même obtenir des subventions. Et ça embêtera Valérie, qui comptait sur la vente de la maison pour financer sa maison de campagne en Normandie. » Comment vous savez ça? Je l'ai entendu au téléphone avec son mari. Ils ont déjà fait des plans sur ma succession. Le lendemain, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale de l'hôpital, Madame Lemoine, une femme d'une 50aine d'années, dynamique et passionnée par son travail. « Monsieur Moreau, votre fille m'a dit que vous envisagiez d'aller en EHPAD. Je suis là pour vous aider dans vos démarches. » En fait, Madame Lemoine, j'ai changé d'avis. J'ai un projet bien plus intéressant. Je lui ai expliqué mon idée de fondation. Ses yeux se sont illuminés. « Monsieur Moreau, c'est exactement le genre de projet qu'on aimerait voir se développer. Le maintien à domicile, c'est l'avenir de l'accompagnement des personnes âgées. Et transformer votre maison en centre d'accueil de jour, c'est révolutionnaire. Vous pensez que c'est faisable? Pas seulement faisable, nécessaire. Je connais plein de personnes âgées qui s'ennuient chez elles, qui ont peur de sortir, qui aimeraient avoir un endroit pour se retrouver. Et vous, au lieu d'aller vous enterrer dans un EHPAD, vous allez créer de la vie. » Madame Lemoine m'a donné une liste de contacts, architectes spécialisés dans l'accessibilité, associations d'aide aux personnes âgées, services sociaux de la mairie de Villeurbanne. En une semaine, mon projet avait pris une ampleur que je n'imaginais pas. L'adjoint au maire en charge des affaires sociales voulait me rencontrer. La presse locale s'intéressait à l'histoire.
Et surtout, j'avais retrouvé une énergie que je n'avais plus depuis la mort de Marie-Claire. Le vendredi soir, j'ai appelé Valérie pour lui annoncer ma décision. « Papa, comment tu vas? Tu as réfléchi pour l'EHPAD ?»« Oui, ma chérie, j'ai réfléchi et j'ai décidé de rester chez moi. » Silence. Puis, « Papa, on en a déjà parlé. Tu ne peux pas rester seul, c'est dangereux. » « Qui te dit que je vais rester seul? »« Comment ça? » ?»« Valérie, je vais transformer la maison en centre d'accueil de jour pour personnes âgées. Je vais créer une fondation, embaucher du personnel, accueillir des gens. Je ne serai plus jamais seul. » Nouveau silence. Plus long. « Papa, tu es sûr que ton infarctus n'a pas affecté tes capacités ?» Cette phrase m'a fait mal, mais elle m'a aussi confirmé que j'avais raison. Ma propre fille me prenait pour un vieux gâteux. Mes capacités vont très bien, merci. D'ailleurs, j'ai rendez-vous lundi avec le maire de Villeurbanne et l'architecte. Le projet intéresse beaucoup de monde. Papa, tu ne peux pas prendre ce genre de décision tout seul. Il faut qu'on en discute en famille. En famille? Quelle famille, Valérie? Toi qui viens me voir une fois par mois quand tu as le temps? Papa, ce n'est pas le moment de... Au contraire, c'est exactement le moment. Valérie, je te préviens par politesse, mais je n'ai pas besoin de ton autorisation. C'est ma maison, mon argent, ma vie. Et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années, j'avais raccroché au nez de ma fille. Et ça m'a fait un bien fou. Mes chers amis qui m'écoutez, je sens que beaucoup d'entre vous reconnaissent cette situation. Ces enfants qui nous voient comme des charges, qui planifient notre fin de vie sans nous demander notre avis, qui ont hâte que ça se termine pour pouvoir hériter. Je veux vous dire quelque chose d'important. Tant qu'on respire, tant qu'on a notre tête, on a le droit de décider de notre vie. On n'est pas des meubles qu'on déplace quand ça arrange la famille. Alors je vous demande, là, maintenant, levez-vous. Oui, levez-vous de votre canapé, de votre fauteuil. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je ne suis pas fini, j'ai encore des choses à accomplir. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire? Quel projet vous tenait à cœur mais que vous avez abandonné? Parce que croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos voisins, tous ceux qui pensent qu'à notre âge, on n'a plus le droit de rêver. Montrons-leur qu'on peut encore surprendre le monde. Le lundi suivant, à 10 heures précises, j'étais dans le bureau de M. Bertrand, adjoint au maire de Villeurbanne en charge des affaires sociales. Costume, cravate, cheveux bien peignés, démarche assurée. J'avais l'air de tout sauf d'un vieillard en fin de vie. « Monsieur Moreau », m'avait-il dit en me serrant chaleureusement la main, « votre projet m'intéresse énormément. » Madame Lemoine m'a tout expliqué. C'est exactement le genre d'initiative qu'on aimerait voir se développer. Avec moi, il y avait Sylvie Blanchard, une architecte spécialisée dans l'accessibilité, et Michel Dufour, le responsable du Centre communal d'action sociale. « Monsieur Moreau », avait dit Sylvie en étalant ses plans sur la table, « j'ai étudié les photos de votre maison. Elle est parfaite pour ce projet. Le rez-de-chaussée peut accueillir une trentaine de personnes, avec cuisine, salle d'activité, salon de détente. L'étage peut être transformé en appartement pour vous. Et côté financement, avais-je demandé? La région Auvergne-Rhône-Alpes a un programme d'aide aux initiatives innovantes pour les seniors, avait expliqué Michel Dufour. Votre projet peut obtenir jusqu'à 200 000 € de subvention, plus les aides de la ville, du département. J'étais ébahi. Mon petit projet personnel se transformait en véritable programme social. Monsieur Moreau, avait continué l'adjointe au maire, si vous êtes d'accord, nous aimerions faire de votre projet un pilote, un modèle à reproduire dans d'autres communes. Vous seriez prêt à témoigner de votre expérience? Avec plaisir. Au contraire, si mon histoire peut aider d'autres personnes dans ma situation. En sortant de la mairie, j'avais la tête qui tournait. Pas à cause de mon cœur, celui-ci allait très bien, merci, mais à cause de l'excitation. À 79 ans, j'étais en train de monter le projet le plus ambitieux de ma vie. Le soir même, coup de téléphone de Valérie. Sa voix était tendue, agressive. « Papa, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai reçu un appel de Maître Durand qui me parle de fondation, de testament modifié.
Tu n'as pas le droit de faire ça. Ah bon? Et pourquoi je n'aurais pas le droit? Parce que cette maison, c'est mon héritage. Tu ne peux pas dilapider l'argent de la famille sur un coup de tête. Enfin, elle montrait son vrai visage. Valérie, cette maison est à moi. Cet argent est à moi. Et tant que je suis vivant, c'est moi qui décide. Papa, tu n'es plus en état de prendre ce genre de décision. Ton infarctus, ton âge. Je vais faire une demande de mise sous tutelle. Cette menace m'a fait froid dans le dos, mais j'étais préparé. Valérie, essaie donc. J'ai vu 3 médecins cette semaine qui m'ont tous déclaré parfaitement apte. J'ai des projets, des associés, des témoins. Bonne chance pour convaincre un juge que je suis gâteux. Papa, tu es en train de tout gâcher. Cette maison représente 400 000 €. Tu ne peux pas donner tout ça à des inconnus. Des inconnus? Valérie, tu sais combien de fois tu es venue dans cette maison depuis la mort de ta mère? 6 fois. 6 fois en 2 ans. Les inconnus, comme tu dis, eux, ils vont venir tous les jours. Mais enfin, papa, sois raisonnable. À ton âge, tu devrais profiter de tes dernières années tranquillement, pas te lancer dans des projets impossibles. Mes dernières années? Valérie, j'ai 79 ans, pas 99. Et je me sens plus vivant aujourd'hui qu'il y a 6 mois. C'était vrai. Depuis que j'avais commencé ce projet, j'avais retrouvé un dynamisme, une joie de vivre que je croyais perdue à jamais. Mes matinées étaient remplies de rendez-vous, mes après-midi de planification, mes soirées de lecture sur la gestion des associations. Je n'avais plus le temps de déprimer. « Papa, écoute-moi bien », avait dit Valérie d'une voix menaçante. « Si tu continues sur cette voie, tu vas le regretter. Je ne laisserai pas faire ça. Et moi, Valérie, écoute-moi bien. Si tu continues à me traiter comme un vieux déchet qu'il faut évacuer au plus vite, c'est toi qui vas le regretter. Parce que, contrairement à ce que tu crois, j'ai encore des ressources. » Et j'ai raccroché encore une fois. Mais cette fois, j'étais inquiet. Valérie ne renoncerait pas facilement. Il fallait que j'accélère mon projet. Le lendemain, j'ai eu la visite la plus surprenante de ma vie. On a sonné chez moi vers 14 heures. En ouvrant, j'ai trouvé un jeune homme d'une trentaine d'années, grand, souriant, avec un appareil photo autour du cou. « Monsieur Moreau, bonjour, je suis Julien Morvan, journaliste au Progrès. Je viens pour l'article sur votre projet de fondation. » « Un article? Mais je n'ai pas... » C'est l'adjoint au maire qui nous a contactés. Votre histoire l'a beaucoup touché. Un homme de 79 ans qui transforme sa maison en centre d'accueil plutôt que d'aller en EHPAD. C'est exactement le genre d'initiative qu'on aime mettre en avant. Julien est resté 2 heures chez moi. Il a visité la maison, m'a fait raconter mon histoire, a pris des photos. Il était passionné par le projet. Monsieur Moreau, votre histoire est inspirante. À l'heure où on parle de crise du vieillissement, de coût des EHPAD, vous proposez une alternative concrète. Et en plus, vous le faites après un infarctus à votre âge. C'est héroïque. Héroïque? Non, Julien. C'est juste de la survie. Quand votre propre famille vous traite comme un boulet, soit vous vous laissez couler, soit vous réagissez. Moi, j'ai choisi de réagir. Vous pouvez m'expliquer ça? Je lui ai raconté la conversation entendue à l'hôpital, les mots de Valérie, sa façon de me traiter. Julien était scandalisé. Vous voulez que j'en parle dans l'article? Non, gardez ça pour vous. L'important, c'est le projet, pas mes histoires de famille. 3 jours plus tard, l'article était en première page du Progrès. À 79 ans, il transforme sa maison en centre d'accueil pour seniors. Avec ma photo, souriant devant ma maison, l'air déterminé et vigoureux. L'effet a été immédiat. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des associations, des particuliers intéressés par le projet et surtout des personnes âgées qui voulaient s'inscrire. Monsieur Moreau, c'est Françoise Dubois. J'ai 73 ans, j'habite Villeurbanne et je m'ennuie à mourir chez moi depuis la mort de mon mari. Votre centre, c'est exactement ce qu'il me faut. Monsieur, c'est André Martin. J'ai lu l'article et je veux vous aider. J'ai 76 ans, je suis ancien cuisinier. Je pourrais m'occuper des repas. Pierre,
C'est Simone. Tu te souviens de moi? On travaillait ensemble chez Renault. Je viens de perdre Roger et je suis toute seule. Est-ce que je peux venir vous voir? En une semaine, j'avais déjà 15 personnes intéressées et 3 bénévoles. Le projet prenait vie sous mes yeux. C'est là qu'a eu lieu la rencontre qui allait changer ma vie. Elle s'appelait Monique Duval, 71 ans, ancienne directrice d'école maternelle. Elle avait téléphoné après avoir lu l'article. « Monsieur Moreau, votre projet m'intéresse énormément, mais pas comme bénéficiaire, comme partenaire. J'ai dirigé des établissements pendant 30 ans. Je connais la gestion, l'administratif, l'animation. Si vous voulez, on peut monter ça ensemble. » Monique était une femme extraordinaire, dynamique, intelligente, chaleureuse. Veuve depuis 5 ans, elle s'ennuyait dans son appartement du 6e arrondissement de Lyon. Comme moi, elle avait envie de se rendre utile, de créer du lien social. Pierre, elle m'avait tout de suite tutoyé. Ton idée est géniale, mais il faut la structurer. Un centre d'accueil, ça ne s'improvise pas. Il faut des activités, des règles, un projet pédagogique. Un projet pédagogique, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va proposer aux gens? De la gym douce, des ateliers mémoire, de la cuisine, des sorties culturelles, des conférences. Il faut que chaque jour soit différent, enrichissant. Nous avons passé l'après-midi entier à réfléchir ensemble. Monique avait 1000 idées. Créer un potager partagé dans mon jardin, organiser des repas à thème, monter une chorale de seniors, proposer des cours d'informatique. Et pourquoi pas un atelier d'écriture? Avait-elle ajouté. Les gens de notre âge ont tellement d'histoires à raconter. On pourrait même éditer un petit livre avec leurs témoignages. En la raccompagnant à sa voiture, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à ma fatigue, à mon cœur, à mon âge. Avec Monique, je me sentais à nouveau capable de tout. « Pierre, m'avait-elle dit avant de partir, tu sais que tu viens de me sauver la vie ?»« Comment ça? Depuis la mort de Bernard, je survis. Je n'ai plus de projet, plus d'envie. Mes enfants sont gentils, mais ils ont leur vie. Ton projet, c'est exactement ce dont j'avais besoin, me sentir utile à nouveau. » Ce soir-là que Valérie a débarqué chez moi sans prévenir. Elle était accompagnée de son mari, Marc, l'avocat parisien. Ils avaient l'air déterminés et pas aimables du tout. « Papa, il faut qu'on parle sérieusement », avait dit Valérie en s'installant dans le salon comme si elle était chez elle. « Bonsoir ma chérie, bonsoir Marc, entrez donc, ne vous gênez pas. » Marc avait sorti une chemise de documents. « Pierre, j'ai étudié votre projet de fondation. C'est illégal. »« Ah bon ? Vous ne pouvez pas transformer une habitation privée en établissement recevant du public sans autorisation. Vous ne pouvez pas servir de la nourriture sans licence. Vous ne pouvez pas employer du personnel sans être déclaré. C'est de l'exercice illégal d'activité. » J'avais souri. « Marc, vous avez fini? »« Comment ça? » ?»« Votre démonstration. Parce que figurez-vous que j'ai aussi consulté un avocat. Et contrairement à vous, il connaît le droit des associations et des fondations. » C'était vrai. Maître Durand m'avait recommandé un confrère spécialisé qui m'avait confirmé que mon projet était parfaitement légal. « Papa, » était intervenue Valérie. « Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu mets en danger ta santé, tes finances, ta tranquillité. Pourquoi? Pour des inconnus. » Valérie, ces inconnus, comme tu dis, ne m'ont jamais demandé combien ça coûtait de me maintenir en vie. Le silence qui a suivi était glacial. Marc et Valérie se sont regardés, pris en flagrant délit. « Papa, ce n'est pas ce qu'on voulait dire à l'hôpital. »« Ah non. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire quand tu as demandé au médecin si on ne pouvait pas accélérer les choses, ou quand tu téléphonais à Marc en disant « Malheureusement, il va s'en sortir ». Valérie avait pâli. « Tu nous as entendus. Tout, ma chérie. Absolument tout. Y compris vos projets de maison en Normandie financés par ma succession. » Marc s'était levé, furieux. « Pierre, vous délirez. On n'a jamais... » « Marc, taisez-vous. Vous venez chez moi, vous me menacez avec vos pseudo-arguments juridiques. Vous voulez m'empêcher de vivre comme je l'entends. Qui vous a donné ce droit? »« Papa, » avait dit Valérie d'une voix tremblante, « on s'inquiète pour toi, c'est tout. »
Vous vous inquiétez pour votre héritage, nuance. Eh bien, rassurez-vous, vous allez en avoir un, d'héritage. Pas celui que vous espériez, mais un héritage quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je vais vous léguer le plus beau cadeau du monde, l'exemple d'un homme qui a refusé de se laisser enterrer vivant. L'exemple d'un père qui a préféré aider des inconnus plutôt que d'enrichir une fille ingrate. Valérie s'était mise à pleurer. De vraies larmes, pour une fois. Papa, je ne voulais pas. On était juste perdus avec ta maladie, tes besoins. Mes besoins. Valérie, mon seul besoin, c'était qu'on me considère encore comme un être humain. Et ça, personne ne me l'a donné. Alors j'ai décidé de me le donner moi-même. Ils sont repartis sans un mot. En fermant la porte derrière eux, j'ai eu un petit pincement au cœur. Mais très vite, j'ai pensé à Monique, à Françoise, à André, à tous ces gens qui avaient envie de partager quelque chose avec moi. Ma vraie famille, finalement, c'était peut-être eux. Les gens qui me voyaient comme Pierre, pas comme le vieux père de Valérie. Les gens qui avaient besoin de moi autant que j'avais besoin d'eux. Le lendemain matin, Maître Durand m'a appelé avec une excellente nouvelle. Pierre, tous les papiers sont prêts. La fondation Marie-Claire Moreau est officiellement créée. Vous avez rendez-vous jeudi avec l'architecte pour finaliser les plans de transformation. Jean-Claude, vous vous rendez compte? À 79 ans, je deviens chef d'entreprise. Pierre, vous savez ce que je dis à ma femme en rentrant le soir? Que vous me redonnez envie de vieillir? Que si à 79 ans on peut encore entreprendre de tels projets, alors l'âge n'est vraiment qu'un chiffre. En raccrochant, j'ai regardé ma maison avec des yeux nouveaux. Bientôt, ces murs allaient résonner de rires, de conversations, de projets. Bientôt, cette maison trop grande et trop silencieuse allait redevenir vivante. Et moi, Pierre Moreau, 69 ans, cardiopathe et futur ex-fardeau familial, j'allais prouver au monde entier qu'on peut recommencer sa vie à n'importe quel âge, qu'on peut transformer une fin annoncée en nouveau commencement. Valérie m'avait dit que je n'étais plus en état de prendre des décisions. Elle allait voir de quoi j'étais encore capable. Les 3 mois qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. Avec Monique comme associée, elle était devenue officiellement cofondatrice de la fondation Marie-Claire Moreau. Nous avons transformé ma maison en véritable ruche d'activités. Les travaux d'aménagement ont commencé en mai. Sylvie, l'architecte, avait conçu des plans formidables. Le rez-de-chaussée était devenu un grand espace ouvert avec cuisine équipée, salle d'activité modulable, salon de détente avec bibliothèque et même un petit bureau médical pour les consultations. Pierre, m'avait dit l'entrepreneur Monsieur Gallois en regardant les plans, votre projet, ça me rappelle la maison de mes grands-parents à la campagne. Tout le village venait y passer la soirée. C'est beau ce que vous faites. Pendant les travaux, Monique et moi, nous préparions l'ouverture. Nous avions déjà 15 inscrits réguliers et une liste d'attente de 10 personnes, des femmes surtout, veuves comme Monique, mais aussi quelques hommes comme André, l'ancien cuisinier, ou Robert, un retraité de la SNCF qui s'ennuyait depuis qu'il avait arrêté de travailler. Pierre, m'avait dit Françoise Dubois lors d'une réunion de préparation, tu sais que tu nous as redonné l'envie de nous lever le matin. Depuis 6 mois, j'attendais juste que les journées passent. Maintenant, j'ai hâte de venir ici. Le plus touchant, c'était Suzanne, 82 ans, qui habitait seule dans une grande maison de Caluire depuis la mort de son mari. Ses enfants vivaient loin, un à Marseille, l'autre au Canada, et elle passait des journées entières sans parler à personne. « Monsieur Pierre », m'avait-elle dit de sa petite voix timide, « vous croyez vraiment que j'ai ma place ici ? Je ne sais rien faire de spécial. Suzanne, vous savez tricoter ? Oh oui, j'ai tricoté pour tous mes petits-enfants. Alors vous allez animer l'atelier tricot. Et puis, vous avez vécu 82 ans. Ça veut dire que vous avez 82 ans d'expérience à partager. Voir son visage s'illuminer m'avait ému aux larmes. Tous ces gens qu'on considérait comme finis, inutiles, avaient encore tant à apporter. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est l'engouement des médias. Après l'article du Progrès, France 3 Régions avait voulu faire un reportage. Puis Europe 1, puis même TF1.
L'histoire du papy rebelle qui refuse l'EHPAD fascinait. Monsieur Moreau, m'avait dit la journaliste de TF1, votre histoire fait écho à beaucoup de familles. Le vieillissement de la population, la crise des EHPAD, les relations intergénérationnelles difficiles, vous incarnez une forme de résistance. Une résistance? Non, mademoiselle, juste de la dignité. À 79 ans, j'ai encore le droit de choisir ma vie. Le reportage est passé au journal de 13 heures. Résultat, 50 appels dans l'après-midi. Des seniors de toute la France qui voulaient des conseils pour monter des projets similaires, des maires qui s'intéressaient au concept, et même des étudiants en sociologie qui voulaient en faire des thèses sur le sujet. Mais l'appel le plus inattendu est venu de Valence, dans la Drôme. Une voix d'homme, âgé, ému. « Monsieur Moreau, c'est Maurice Blanchard, j'ai 76 ans. Je viens de voir votre reportage et je pleurais devant ma télé. Monsieur Blanchard, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Moreau, j'ai vécu exactement la même chose que vous. Mes enfants qui me poussent vers l'EHPAD, qui comptent sur ma maison pour leur projet. Sauf que moi, je me suis laissé faire. Je suis en EHPAD depuis 1 an et je dépéris à vue d'œil. » Maurice m'a raconté son histoire. Veuf, en bonne santé, mais convaincu par ses enfants qu'il ne pouvait plus vivre seul. Il avait vendu sa maison, donné l'argent à ses enfants, et s'était installé dans un EHPAD très bien, selon sa fille. Monsieur Moreau, je ne vis plus, je survis. Les repas à heure fixe, les activités obligatoires, l'infantilisation permanente, et mes enfants qui viennent 1 fois par mois, en se sentant quittes de leurs devoirs. Maurice, je peux vous appeler Maurice, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Sortir de cet endroit et reprendre ma vie en main. Mais comment? J'ai donné ma maison, je n'ai plus d'argent, plus d'indépendance. Cette conversation m'a hanté. Maurice était ce que j'aurais pu devenir si j'avais écouté Valérie. Un homme vivant entré vivant dans sa tombe. Le lendemain, j'ai rappelé Maurice. Maurice, j'ai une proposition à vous faire. Venez passer 1 semaine chez moi. On va réfléchir ensemble à une solution. Maurice est arrivé le surlendemain par le TER. Un homme encore vigoureux, aux yeux tristes mais à la poignée de main ferme. En visitant ma maison transformée, il a commencé à reprendre vie. « Pierre, c'est incroyable ce que vous avez fait. C'est chaleureux, vivant. Rien à voir avec mon EHPAD où tout est aseptisé. Maurice, vous savez ce qui manque à mon projet? Un homme à tout faire. Quelqu'un qui s'y connaît en bricolage, en jardinage, qui peut aider les autres. Pierre, j'ai été électricien toute ma vie et j'adore jardiner. Alors restez. Je vous propose de devenir le concierge bricoleur de la fondation. Logé, nourri, un petit salaire et surtout, de la compagnie et de l'utilité. » Maurice a éclaté en sanglots. « Pierre, vous me sauvez la vie. Mais mes enfants, ils vont faire un scandale. Vos enfants n'ont pas leur mot à dire. Vous êtes majeur et en bonne santé, non? Oui, mais l'EHPAD. On va voir l'assistante sociale et le directeur. Si vous n'êtes pas heureux, ils ne peuvent pas vous retenir de force. » En 15 jours, Maurice avait quitté son EHPAD et s'était installé dans une petite chambre à l'étage de ma maison. Ses enfants ont essayé de s'opposer, ont menacé, ont pleuré. Mais Maurice tenait bon. Pour la première fois depuis 1 an, m'avait-il dit, je me réveille avec l'envie de me lever. J'ai des projets, des responsabilités, des amis. Mes enfants finiront par comprendre. L'ouverture officielle du centre d'accueil de jour Marie-Claire a eu lieu le 15 septembre 2023. Le maire de Villeurbanne était là, ainsi que le préfet du Rhône, des journalistes et surtout nos 15 premiers membres, comme nous les appelions. Mes chers amis, avais-je dit dans mon petit discours d'inauguration, il y a 6 mois, j'étais un vieil homme malade qu'on voulait mettre au placard. Aujourd'hui, je suis le directeur d'un centre qui va redonner vie à des dizaines de personnes. La différence? J'ai refusé qu'on décide de ma vie à ma place. Les applaudissements ont été nourris. Suzanne pleurait, André souriait de toutes ses dents, Françoise prenait des photos avec son téléphone pour les envoyer à ses petits-enfants. Le programme de la première semaine était formidable. Lundi, atelier cuisine avec André. Mardi, gym douce avec Monique.
Mercredi, atelier mémoire. Jeudi, sortie culturelle au musée des Confluences. Vendredi, chorale avec Madame Petit, ancienne institutrice qui avait une voix magnifique. Pierre, m'avait dit Monique le premier soir. Tu te rends compte de ce qu'on a créé? Regarde-les, ils rayonnent. C'était vrai. En une semaine, nos membres s'étaient transformés. Suzanne animait son atelier tricot avec passion. Robert racontait ses histoires de cheminots qui passionnaient tout le monde. Françoise avait proposé de créer un club de lecture. Mais le plus beau moment a été quand Suzanne m'a pris la main après la chorale du vendredi. « Monsieur Pierre, vous savez ce que m'a dit ma fille hier au téléphone ?»« Non, quoi ?» Elle m'a dit « Maman, tu as une voix différente. Tu as l'air vivante. Vivante, vous vous rendez compte? À 82 ans, ma fille redécouvre que je suis vivante. » Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Beaumont pour lui donner des nouvelles. « Pierre, votre tension ?»« 12,7, docteur. »« Parfaite. »« Votre poids ?» J'ai repris 3 kilos. Monique dit que c'est parce que je mange mieux et que je stresse moins. Pierre, je vais vous avouer quelque chose. Quand je vous ai vu partir de l'hôpital avec votre projet fou, j'étais inquiet. Je me disais que vous alliez vous épuiser, faire une rechute. Et maintenant, je recommande votre centre à tous mes patients. Vous avez inventé la meilleure thérapie anti-vieillissement qui soit, l'utilité sociale. 1 mois après l'ouverture, j'ai eu droit à la visite la plus surprenante de ma vie. On a sonné à 14 heures, c'était l'heure de l'atelier jardinage dans le potager que Maurice avait créé, et en ouvrant, j'ai trouvé Valérie sur le pas de la porte. Mais ce n'était pas la Valérie arrogante et pressée que je connaissais. Cette Valérie-là avait les yeux rouges, l'air défait, presque timide. « Papa, je peux entrer ?»« Bien sûr, ma chérie. » Elle a regardé autour d'elle, visiblement émue. Dans le grand salon, Suzanne et 3 autres dames tricotaient en bavardant. Dans la cuisine, on entendait André expliquer sa recette de pot-au-feu à 2 nouveaux membres. Par la fenêtre, on voyait Maurice et Robert bêcher le potager en riant. « Papa, c'est incroyable ce que tu as fait. Tu trouves, papa, je viens te demander pardon. » Ces mots, je ne les attendais plus. Valérie, non, laisse-moi parler. Papa, j'ai été ignoble avec toi. Cette conversation à l'hôpital, mes calculs sordides, ma façon de te traiter comme un fardeau, j'ai honte. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Emma, ma fille, elle a vu le reportage à la télé et elle m'a dit « Maman, pourquoi tu as dit que grand-papa était trop vieux pour avoir des projets? Moi, je trouve qu'il est formidable. » Valérie s'était mise à pleurer. « Papa, ma propre fille de 10 ans a plus de cœur que moi. Elle m'a fait comprendre que j'étais en train de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, avoir un père exceptionnel. Ma chérie, papa, est-ce que tu peux me pardonner? Et est-ce que tu accepterais que je t'aide? Je ne sais pas comment, mais j'aimerais être utile à ton projet. » En la serrant dans mes bras, j'ai senti que je récupérais ma fille. Pas la Valérie égoïste et calculatrice, mais la petite fille qui m'aimait inconditionnellement. « Valérie, tu veux vraiment aider? »« Oui, papa, de tout mon cœur. »« Alors viens rencontrer tes nouveaux grands-parents. » Et je l'ai emmenée faire le tour du centre, présenter aux membres cette fille dont j'étais redevenu fier. 6 mois après l'ouverture du centre, notre petite révolution avait pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Nous accueillions maintenant 35 membres réguliers et j'avais dû embaucher 2 salariés à temps partiel. Sylviane, aide-soignante de 45 ans, et Corinne, animatrice sportive spécialisée dans les seniors. Pierre, m'avait dit Monique un matin en regardant le planning de la semaine, « Tu te rends compte? On affiche complet tous les jours. Et on a une liste d'attente de 15 personnes. » C'était vrai. Notre centre était devenu le lieu de rendez-vous incontournable des seniors de Villeurbanne et des communes voisines. Mais ce qui me rendait le plus fier, ce n'était pas le succès en tant que tel, c'était la transformation des gens. Prenez Germain, par exemple. Ancien comptable de 77 ans, il était arrivé chez nous complètement replié sur lui-même. Sa femme était en EHPAD, maladie d'Alzheimer,
et il passait ses journées à la regarder ne plus le reconnaître. Il était devenu l'ombre de lui-même. « Monsieur Pierre » m'avait-il dit le premier jour, « je ne sais pas si j'ai ma place ici. Je ne suis bon à rien, je ne sais plus parler aux gens. Germain, vous avez été comptable combien d'années? 43 ans. Alors vous allez m'aider à tenir les comptes de la fondation. Et puis vous allez animer des ateliers de gestion de budget personnel. Beaucoup de nos membres ont des difficultés avec leurs finances. » En 3 mois, Germain était devenu un autre homme. Il avait repris goût à la vie, s'était fait des amis et surtout, il avait retrouvé sa dignité. Ses ateliers étaient pris d'assaut. « Pierre », m'avait-il confié un jour, « tu m'as sauvé. Je pensais que ma vie était finie avec la maladie de Simone. Maintenant, je sais que je peux encore être utile, encore apporter quelque chose aux autres. » Ou encore Marie-Thérèse, 85 ans, ancienne couturière. Elle était arrivée chez nous en fauteuil roulant, convaincue qu'elle ne servirait plus à rien. Mais quand elle a vu notre atelier couture équipé d'une machine adaptée, mes enfants m'avaient dit que la couture, c'était fini pour moi, avait-elle dit en caressant le tissu de sa première création au centre. Regardez, j'ai fait cette robe pour ma petite fille, elle va être si contente. Et que dire de notre atelier cuisine dirigé par André? Il était devenu si populaire qu'on avait des demandes de l'extérieur. Le maire nous avait même proposé de participer au festival gastronomique de la ville. Mais l'événement qui m'a le plus touché, c'est quand France Inter m'a contacté pour leur émission « Les histoires du soir ». La journaliste, Céleste Rambert, voulait faire un documentaire sur notre centre. « Monsieur Moreau », m'avait-elle dit lors de son premier passage, « votre histoire dépasse le cadre local. Vous avez créé un modèle qui inspire toute la France. Nous avons des demandes de renseignements de Lille, de Marseille, de Toulouse. Partout, des gens veulent reproduire votre expérience. » Elle avait raison. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des seniors qui voulaient monter des projets similaires, des maires intéressés, des associations. J'avais même reçu une invitation du ministère des Solidarités. « Pierre », m'avait dit Monique, « on devrait écrire un livre, un guide pratique pour créer des centres comme le nôtre. » L'idée avait fait son chemin. Avec l'aide de Valérie, qui était devenue notre attachée de presse bénévole, j'avais contacté un éditeur. 6 mois plus tard, sortait « Jamais trop tard pour recommencer. Comment j'ai transformé ma fin de vie en nouveau départ ». Le livre a été un succès immédiat. Pas un best-seller, mais suffisamment vendu pour que je sois invité dans des émissions de télé, des salons du livre, des conférences. À 80 ans, j'étais devenu célèbre. Le plus drôle, c'est que Valérie était devenue ma plus fervente admiratrice. Elle avait complètement changé. Elle venait au centre tous les week-ends avec ses enfants, mes petits-enfants Emma et Lucas, qui adoraient leurs grands-parents d'adoption. « Papa », m'avait-elle dit un dimanche après-midi en regardant Lucas aider Maurice au jardin, « je me rends compte que mes enfants apprennent plus de choses ici qu'à l'école. Le respect des anciens, l'entraide, la valeur de l'expérience. Tu leur donnes des leçons de vie extraordinaires. » Marc, son mari, avait lui aussi été transformé par l'expérience. Cet avocat parisien si arrogant était devenu un défenseur du projet. « Pierre », m'avait-il dit lors d'un repas familial, « j'ai parlé de votre centre à mes confrères. Plusieurs voudraient créer la même chose dans leur commune. Est-ce que vous accepteriez de les conseiller? C'est comme ça que j'ai créé les consultations Pierre Moreau. Une fois par mois, je recevais des porteurs de projets, des élus, des associations. Je partageais mon expérience, donnais des conseils, aidais à monter des dossiers. Monsieur Moreau, m'avait dit le maire de Grenoble lors d'une de ses consultations, vous avez lancé un mouvement. Nous avons déjà 3 projets similaires en cours dans l'agglomération. Mais la consécration est venue d'où je ne l'attendais pas. Un matin de juin 2025, j'ai reçu un courrier officiel avec l'entête de l'Élysée. Le président de la République m'invitait à recevoir la médaille de la Légion d'honneur pour services exceptionnels rendus à la solidarité intergénérationnelle et à l'innovation sociale, précisait le courrier. Monique a pleuré en lisant la lettre. « Pierre, tu vas être décoré par le président, à 80 ans.
À cause de mes 80 ans, tu veux dire? Si j'avais fait ça à 40 ans, personne n'y aurait prêté attention. La cérémonie a eu lieu en septembre 2024, dans les salons de l'Élysée. Toute ma famille était présente. Valérie, Marc, les enfants, mais aussi Monique, Maurice et une délégation de membres du centre. Quand le président m'a épinglé la décoration, il m'a dit « Monsieur Moreau, vous incarnez la France qui ne renonce jamais. À votre âge, au lieu de vous laisser aller, vous avez créé quelque chose d'utile pour la société. Vous êtes un exemple pour toutes les générations. » En rentrant de Paris, j'ai trouvé une surprise qui m'attendait au centre. Nos membres avaient organisé une fête en mon honneur. Il y avait un immense gâteau avec écrit « Bravo Pierre, notre héros ». « Monsieur Pierre », avait dit Suzanne en prenant la parole au nom de tous, « vous nous avez appris que la vie ne s'arrête jamais, que tant qu'on respire, on peut encore surprendre le monde. Grâce à vous, nous sommes redevenus vivants. » Ces mots m'ont plus touché que toutes les décorations du monde. Le soir, seul dans mon petit appartement à l'étage, j'avais gardé juste 2 pièces, le reste étant devenu bureau pour l'administration du centre. J'ai fait le bilan de ces 18 mois extraordinaires. En mars 2024, j'étais un vieil homme malade dont la fille négociait la mort avec un médecin. En septembre 2025, j'étais chevalier de la Légion d'honneur, auteur d'un livre, directeur d'un centre qui accueillait 40 personnes par jour et surtout, heureux. Ma santé? Excellente. Mon cœur tenait parfaitement, ma tension était stable, j'avais repris du poids et du muscle. Le docteur Beaumont disait que j'étais son patient le plus en forme. Pierre, m'avait-il dit lors de ma dernière visite, médicalement, vous avez 10 ans de moins qu'il y a 2 ans. L'activité, la sociabilisation, le sentiment d'utilité, c'est le meilleur traitement anti-âge qui existe. Mes relations avec Valérie, transformées. Elle était redevenue ma fille, attentive, fière de moi, présente. Elle m'aidait dans la gestion du centre, amenait ses compétences professionnelles et surtout, elle me respectait. « Papa », m'avait-elle dit la semaine précédente, « tu sais ce que je dis à mes amis quand elles se plaignent de leurs parents âgés? Je leur dis, arrêtez de les traiter comme des boulets, aidez-les à réaliser leurs rêves. Regardez mon père. À 80 ans, il a changé le monde. Mes petits-enfants, ils étaient devenus mes plus fervents admirateurs. Emma voulait devenir organisatrice de bonheur pour les vieux, comme son grand-père. Lucas racontait à l'école que son papy était passé à la télé et qu'il connaissait le président. Et ma solitude, envolée. Je n'avais jamais été aussi entouré, aussi aimé, aussi utile. 40 personnes comptaient sur moi chaque jour. J'avais une équipe formidable avec Monique, Maurice, Sylviane et Corinne. J'avais retrouvé une famille élargie, extraordinaire. Mes chers amis qui m'écoutez, je veux vous dire quelque chose d'important. Nous sommes tellement habitués à entendre que vieillir, c'est décliner, qu'on finit par le croire. Mais c'est faux. Vieillir, ça peut aussi être s'épanouir, grandir, surprendre. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que vous rêvez de faire? Quel projet vous tient à cœur depuis des années? Quelle envie vous démange, mais que vous n'osez pas réaliser parce que, à votre âge? Moi, à 80 ans, j'ai créé une entreprise, écrit un livre, été décoré par le président. Et ce n'est que le début. L'année prochaine, avec Monique, on veut ouvrir un 2e centre à Lyon. Alors dites-moi dans les commentaires quel est votre rêve. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo. Montrons au monde entier que nous, les seniors, on a encore des choses à dire, à faire, à créer. Ensemble, nous pouvons changer le regard que la société porte sur nous. Ensemble, nous pouvons prouver que la vie commence vraiment quand on arrête d'attendre qu'elle se termine. Aujourd'hui, en ce mois de mars 2025, exactement 2 ans après cet infarctus qui devait sonner le glas de ma vie, je vous écris ces lignes depuis mon bureau du centre Marie-Claire.
Par la fenêtre, je vois Maurice qui explique les rudiments du jardinage à un groupe de nouveaux membres, Suzanne qui anime son atelier tricot sous le grand tilleul et Monique qui prépare la chorale pour le concert de Pâques. À 81 ans, je dirige maintenant un réseau de 5 centres dans la région Rhône-Alpes. Notre modèle a essaimé à Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry et Annecy. Plus de 200 seniors ont retrouvé goût à la vie grâce à nos centres. Et ce n'est que le début. La semaine dernière, j'ai reçu une délégation du ministère des Solidarités. Ils veulent intégrer notre modèle dans le plan national de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Imaginez, mon petit projet de survie personnelle est en train de devenir une politique publique. Monsieur Moreau, m'avait dit la conseillère du ministre, vous avez inventé la solution que nous cherchions depuis des années. Comment maintenir les seniors chez eux tout en luttant contre leur isolement? Votre concept révolutionne l'accompagnement du vieillissement. Mais ce qui me rend le plus fier, ce ne sont pas les honneurs ou la reconnaissance officielle. C'est le courrier que je reçois chaque jour de partout en France, parfois même de l'étranger. Tenez, hier j'ai reçu cette lettre de Strasbourg. Monsieur Moreau, je m'appelle Jacqueline Weiss, j'ai 75 ans. Mes enfants voulaient me mettre en EHPAD après la mort de mon mari. J'ai vu votre reportage et j'ai dit non. J'ai monté un projet comme le vôtre. Aujourd'hui, notre centre accueille 20 personnes et je n'ai jamais été aussi heureuse. Merci de m'avoir donné le courage de me battre. Ou encore celle-ci de Belgique. Monsieur Pierre, je suis François Delcroix. J'ai 83 ans. Votre livre a changé ma vie. À mon âge, j'ai repris des études d'histoire de l'art et je guide maintenant les visites du musée de ma ville. Mes enfants n'en reviennent pas. Comme vous le dites, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ces témoignages me touchent plus que toutes les décorations. Ils me prouvent que mon combat personnel est devenu un mouvement collectif. Partout en Europe, des seniors refusent de se laisser mettre au rebut et réinventent leur dernière partie de vie. D'ailleurs, dimanche prochain, nous organisons notre premier congrès des seniors actifs au Palais des Congrès de Lyon. 300 participants attendus de toute l'Europe. Des seniors qui ont monté des projets, des élus engagés, des chercheurs en gérontologie. Pierre, m'avait dit Monique en relisant le programme. Tu te rends compte? Il y a 2 ans, tu étais dans un lit d'hôpital où ta fille négociait ta mort. Aujourd'hui, tu présides un congrès international. Le changement le plus spectaculaire, c'est effectivement ma relation avec Valérie. Ma fille est devenue ma plus proche collaboratrice. Elle a créé une agence de communication spécialisée dans les projets seniors et ses premiers clients sont nos centres. Papa, m'avait-elle dit la semaine dernière, j'ai une confession à te faire. Cette conversation à l'hôpital, ces mots horribles que j'ai prononcés, ça m'a hanté pendant des mois. Mais maintenant, je me dis que c'était nécessaire. Comment ça, nécessaire? Si je ne t'avais pas poussé à bout, si je ne t'avais pas montré le pire de moi-même, est-ce que tu aurais eu la rage de créer tout ça? Ma méchanceté a peut-être été le déclencheur de ton chef-d'œuvre. Elle avait raison en un sens. La douleur de cette trahison m'avait donné la force de me rebeller. Comme quoi, parfois, nos pires blessures deviennent nos plus belles motivations. Mes petits-enfants ont grandi avec cette histoire. Emma, maintenant 12 ans, tient un blog « Ma vie avec un papy révolutionnaire ». Elle raconte nos aventures, interviewe les membres du centre, explique à ses copains que vieillir peut être cool. Lucas, 8 ans, a décidé qu'il voulait devenir organisateur de bonheur pour les grands-parents, comme moi. L'autre jour, il a même fait un exposé à l'école sur le centre. « Grand-papa Pierre », m'avait-il dit après son exposé, « ma maîtresse a dit que tu étais un héros. C'est vrai que tu es un héros ? Non, mon chéri. Je suis juste un grand-père qui a refusé d'être traité comme un vieux déchet. Mais l'évolution la plus touchante, c'est celle de nos membres. Vous vous souvenez de Maurice qui dépérissait dans son EHPAD? Il vient de se remarier, à 78 ans, avec Paulette, une veuve de 74 ans qui fréquente notre centre de Grenoble. Pierre, m'avait-il dit en m'annonçant la nouvelle. À mon âge, je n'espérais plus connaître l'amour. Mais grâce à toi, j'ai rencontré Paulette. Nous allons nous marier en juin et notre voyage de noces, 1 semaine dans tous les centres du réseau.
Suzanne, notre tricoteuse de 82 ans, est devenue une star des réseaux sociaux. Sa petite fille lui a créé un compte Instagram où elle montre ses créations. Elle a maintenant 50 000 abonnés dans le monde entier. Monsieur Pierre, m'avait-elle dit la semaine dernière, j'ai reçu une commande du Japon. Une dame de Tokyo veut que je lui tricote un pull. À 82 ans, je deviens exportatrice. Et Germain, il a écrit un livre, Vivre après Alzheimer, comment j'ai survécu à la maladie de ma femme. Son témoignage aide maintenant des milliers de familles confrontées à cette épreuve. Ce qui me frappe, c'est que tous ces gens avaient été étiquetés « finis » par leur entourage, comme moi, et tous ont prouvé qu'on peut encore surprendre le monde après 70 ans. D'ailleurs, j'ai eu une idée pour mon prochain projet, créer une université du troisième âge révolutionnaire. Pas des cours de poterie ou de bridge comme dans les universités traditionnelles, mais des formations pour monter des projets, créer des entreprises, se lancer dans de nouvelles carrières après 60 ans. Pierre, m'avait dit le recteur de l'université Lyon 2 quand je lui ai proposé l'idée, c'est génial. Nous avons plein de seniors qui veulent reprendre des études, mais pas pour s'occuper, pour agir. Votre université de l'action senior, c'est révolutionnaire. Le projet est en cours, ouverture prévue en septembre 2025. Premier cursus, entrepreneuriat senior, créer son projet après 60 ans. J'ai déjà 200 candidatures. Vous savez ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça? C'est que mon histoire a libéré la parole. Partout, des seniors osent enfin dire à leurs enfants « Stop, je ne suis pas un fardeau, j'ai encore des rêves ». La semaine dernière, j'ai reçu un appel bouleversant. C'était une femme de Toulouse, 78 ans. « Monsieur Moreau, je m'appelle Michel Garnier. Mon fils voulait me mettre en EHPAD. J'ai lu votre livre et je lui ai dit « Jamais, je vais créer mon projet comme Pierre Moreau. » Il a ri. Eh bien, figurez-vous que j'ouvre dans 3 mois un salon de thé-librairie pour seniors. Mon fils ne rit plus, il m'aide. Ces appels, j'en reçois plusieurs par semaine. Des grands-mères qui montent des associations, des grands-pères qui créent des entreprises, des couples qui se lancent dans des projets fous. Le mouvement des seniors rebelles est né. Hier soir, en me couchant, j'ai repensé à cette nuit de mars 2023 où j'avais entendu Valérie négocier ma mort. Cette nuit où j'avais décidé de me battre. Si on m'avait dit alors qu'en 2 ans, je deviendrais une figure nationale de la lutte contre l'agisme, que je dirigerais un réseau de centres, que j'écrirais des livres, que je serais décoré par le président, j'aurais ri. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, parce que j'ai refusé qu'on écrive la fin de mon histoire à ma place. Ce matin, en me levant, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. C'était le docteur Beaumont. « Pierre, j'ai une nouvelle extraordinaire. Le ministre de la Santé veut créer un diplôme universitaire de accompagnement innovant du vieillissement. Il veut que vous soyez le parrain de la première promotion. Rappelez-moi, à 81 ans, on me propose de devenir parrain d'un diplôme universitaire, moi qui n'ai qu'un CAP de charpentier. » En raccrochant, j'ai souri. Marie-Claire, ma chère épouse, aurait été si fière. Elle qui me disait toujours « Pierre, tu as des trésors en toi que tu ne soupçonnes même pas. » Elle avait raison. Nous avons tous des trésors cachés. À 50, 60, 70, 80 ans, nous avons encore des capacités extraordinaires. Mais pour les révéler, il faut parfois que la vie nous pousse dans nos retranchements. Moi, c'est la cruauté de ma fille qui m'a poussé à me révolter. Vous, ce sera peut-être autre chose. L'ennui, la solitude, l'impression d'être inutile. Peu importe le déclencheur. L'important, c'est de se dire « Non, je ne suis pas fini, j'ai encore des choses à accomplir. » Aujourd'hui, à 81 ans, je me lève chaque matin avec l'excitation d'un gamin de 20 ans. J'ai des projets plein la tête, des rêves plein le cœur, et une énergie que je n'avais plus depuis longtemps. Et vous, mes chers amis qui m'écoutez, qu'est-ce que vous attendez pour réveiller les trésors qui dorment en vous? Voilà mon histoire, mes chers amis. L'histoire d'un homme de 79 ans qu'on voulait enterrer vivant et qui a choisi de ressusciter.
L'histoire d'un père trahi par sa fille et qui a transformé cette trahison en force créatrice. Mais surtout, l'histoire de la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour surprendre, pour réinventer sa vie. Si mon histoire vous a touché, si elle vous donne des idées ou du courage, partagez-la, racontez-la autour de vous. Montrons au monde entier que nous, les seniors, nous ne sommes pas des poids morts. Nous sommes des forces vives, des créateurs, des innovateurs. Et dans les commentaires, racontez-moi vos projets, vos rêves, vos rébellions. Parce que ensemble, nous allons changer le regard que la société porte sur le vieillissement. Ensemble, nous allons prouver que la vie ne se termine pas à 65 ans. Elle se transforme, elle se sublime, elle devient même parfois plus belle qu'avant. Merci de m'avoir écouté. Merci de faire partie de cette révolution des cheveux blancs. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pierre Moreau, 81 ans, et fier de l'être.